Chapitre 8. Ben 3. 1. Il devait y avoir longtemps qu'on frappait à la porte, car il lui sembla que les coups se répercutaient loin, très loin dans les avenues du sommeil, tandis qu'il luttait pour reprendre conscience. Il faisait nuit noire, et en voulant attraper le réveil sur sa table de nuit pour y déchiffrer l'heure, il l'envoya par terre. Il se sentait à la fois angoissé et désorienté. « Qui est là ?» cria-t-il. « C'est Eva, monsieur Mears. On vous appelle au téléphone. » Il sauta du lit, enfila son pantalon et, sans prendre le temps de passer une chemise, ouvrit la porte. Eva Miller était vêtue d'un peignoir en tissu éponge et elle avait l'expression désarmée de quelqu'un qui est encore aux 2/3 endormi. Ils échangèrent un regard et Ben pensa « Qui est malade? Qui est mort ?» « Longue distance ?»« Non, c'est Matthew Burke. » Cette réponse ne le rassura pas comme elle aurait dû le faire. « Quelle heure est-il » ? « Un peu plus de 4 heures. Monsieur Burke m'a paru être dans tous ses états. » Ben descendit et prit le téléphone. « Matt ? C'est moi, Ben. » Il entendait Matt respirer péniblement, par petits halètements saccadés. « Pouvez-vous venir, Ben, tout de suite ?»« Oui, j'arrive, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes malade ?»« Je ne peux pas vous expliquer au téléphone. Venez. »« Je suis là dans 10 minutes. »« Ben ?»« Oui ?»« Est-ce que vous avez un crucifix ou une médaille de Saint-Christophe, quelque chose comme ça ?»« Mon Dieu, non, j'étais baptiste. »« Bon, tant pis, venez vite. » Ben raccrocha et regagna sa chambre 4-4. Eva était sur le palier, une main posée sur la rampe, le visage à la fois inquiet et indécis. Elle aurait bien aimé savoir, tout en ne voulant pas se mêler des affaires de ses locataires. « Est-ce que monsieur Burke est malade, monsieur Mears ?» Il dit que non, il m'a juste demandé... « Au fait, est-ce que vous êtes catholique ?»« Mon mari l'était. »« Auriez-vous un crucifix, un chapelet ou une médaille de Saint-Christophe ?»« Eh bien, c'est-à-dire, le crucifix de mon mari est dans ma chambre. Je pourrais... »« Oui, voudriez-vous avoir la gentillesse... » Elle se dirigea vers sa chambre en traînant ses pantoufles. Ben rentra chez lui, enfila sa chemise de la veille et glissa ses pieds nus dans une paire de sandales. Quand il sortit de sa chambre, Eva l'attendait, un crucifix en argent à la main. Sous la lampe du couloir, la croix brillait doucement. « Merci, dit-il. « C'est monsieur Burke qui vous l'a demandé ?»« Oui. » Elle fronça les sourcils. Elle était bien réveillée maintenant. « Il n'est pas catholique, pourtant. Je crois qu'il ne va même pas à l'église. Et il ne m'a pas donné d'explication. »« Ah, bon. » Elle prit un air compréhensif et lui donna le crucifix. « Faites-y attention, s'il vous plaît. J'y tiens beaucoup. »« Je comprends très bien. Soyez tranquille. »« J'espère que monsieur Burke n'a pas d'ennui. C'est quelqu'un de bien, cet homme-là. » Ben descendit l'escalier et s'arrêta sur le perron. Il voulut prendre les clés de sa voiture dans sa poche et, au lieu de passer le crucifix d'une main à l'autre, il le glissa dans l'encolure de sa chemise. La croix d'argent se cala contre sa poitrine et, sans en avoir bien conscience, il monta dans sa voiture un peu réconforté. 2. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée de la maison de Matt étaient allumées, et dès que les phares de Ben frappèrent la façade, le vieux professeur ouvrit la porte et s'avança sur le perron. En remontant le petit chemin, Ben s'attendait à tout ou presque, mais il eut pourtant un choc en apercevant le visage de Matt. Son teint était d'une pâleur mortelle. Ses lèvres tremblaient. Il regarda Ben sans ciller, avec une expression hagarde. « Allons dans la cuisine, » dit-il. Ben pénétra dans la maison et, éclairé par la lampe du petit salon, le crucifix se mit à briller sur sa poitrine. « Ainsi vous en avez apporté un. C'est Eva Miller qui me l'a prêté. Que se passe-t-il ?»« Dans la cuisine, » répéta Matt. Ils passèrent devant l'escalier qui menait au premier. Matt jeta un regard vers les marches du haut et se mit à frissonner. La table de la cuisine, sur laquelle ils avaient dégusté leurs spaghettis la veille, était nue, à l'exception de 3 objets, dont 2 pour le moins étranges. Une tasse à café, une vieille Bible avec reliure à fermoir et un revolver de calibre 38. « Et maintenant, Matt, qu'y a-t-il? Vous avez une tête à faire peur. »« Peut-être n'ai-je fait que rêver tout cela, mais je suis bien heureux que vous soyez là. » Il avait pris le revolver et le tournait nerveusement entre ses mains. « Allez-y, parlez, et arrêtez de jouer avec ça. Est-ce qu'il est chargé ?»
Matt posa le pistolet et se passa la main dans les cheveux. « Oui, il est chargé. Je ne vois pas trop d'ailleurs à quoi il pourrait servir, à moins que je ne me prenne pour cible. » Il eut un rire grinçant. « Arrêtez ça !» La dureté du ton de Ben eut un effet bénéfique sur Matt. Ses yeux perdirent leur regard fixe. Il secoua la tête comme un chien qui s'ébroue en sortant de l'eau froide. « Il y a un mort là-haut, » dit-il. « Qui ? » « Mike Ryerson, le jardinier municipal. »« Vous êtes sûr qu'il est mort ?»« J'en suis convaincu, bien que je ne sois pas allé voir. Je n'ai pas eu le courage, parce que si on voit les choses sous un autre angle, il peut très bien n'être pas mort du tout. »« Matt, ce que vous me dites est insensé. Croyez-vous que je l'ignore ? Ce que je dis est insensé. Ce que je pense est fou, mais je ne pouvais avoir recours qu'à vous. Dans tout Salem, vous êtes la seule personne à pouvoir... Il secoua la tête, puis reprit. « Nous avons parlé de Danny Glick une fois. »« Oui. Nous avons évoqué la possibilité d'une mort par anémie pernicieuse, ce que nos grands-parents appelaient une maladie de langueur. »« Oui. C'est Mike qui l'a enterré. Et c'est encore Mike qui a retrouvé le chien de Winperington empalé sur le portail du cimetière d'Harmony Hill. Je l'ai rencontré chez Dell hier soir, et... 3. Et j'étais incapable d'y aller, dit Matt en terminant. Incapable. Je suis resté assis sur mon lit pendant 4 heures environ, et puis je suis descendu comme un voleur et je vous ai appelé. Que pensez-vous de tout ça? Ben avait enlevé le crucifix de son cou et jouait pensivement avec la fine chaîne qui brillait sous la lampe. Il était presque 5 heures et le ciel commençait à se teinter de rose. Le tube fluo de la cuisine semblait diminuer d'intensité. « Je pense que le mieux est de monter jusqu'à la chambre d'amis. C'est tout ce que je pense pour l'instant. Maintenant que le jour se lève, tout ça ressemble à un cauchemar, » remarqua Matt en riant nerveusement. « J'espère que ce n'est que ça et que Mike dort comme un bébé. Eh bien, allons voir. »« Oui, c'est ça. Allons-y, » dit Matt d'une voix qui se voulait ferme. Il jeta un regard vers la table, puis tourna la tête vers Ben d'un air suppliant. « Bien sûr, » dit Ben. Et il mit le crucifix au cou de Matt. « C'est fou, mais ça me fait du bien. » Il eut un petit rire gêné. « Est-ce qu'ils me laisseront le porter, vous croyez, quand ils m'enfermeront? »« Vous voulez prendre le pistolet ?» demanda Ben. « Non, j'aime mieux pas. Je risquerais de l'accrocher dans mon pantalon et de me faire sauter les roustons. » Ils montèrent, Ben en tête. L'escalier débouchait sur un petit couloir qui partait de chaque côté du palier. À l'une de ses extrémités, c'était la chambre de Matt. La porte était ouverte et une lampe éclairait faiblement le tapis orange du couloir. « De l'autre côté, » dit Matt. Ben s'arrêta devant la porte de la chambre d'amis. Il ne croyait pas aux choses atroces que Matt avait évoquées, mais il se sentait néanmoins envahi par une terreur plus forte que toutes celles qu'il avait jamais pu éprouver. « Tu ouvres la porte, il est pendu à la poutre. Sa figure est toute noire et gonflée, et voilà que les yeux s'ouvrent. Ils jaillissent de leurs orbites, ils te voient, et ils sont contents que tu sois venu. » Il revivait ce moment dans toute son intensité, et il en était presque paralysé. L'odeur du plâtre et le fumet sauvage des petits animaux nichés dans les murs lui montaient aux narines. Il lui semblait que derrière la porte de bois verni de cette chambre se dissimulaient tous les secrets de l'enfer. Il tourna enfin le bouton de la porte et la poussa. Matt le suivait, tenant serré le crucifix d'Eva. La chambre d'amis était exposée à l'est. Le soleil commençait à poindre à l'horizon. Ses premiers rayons frappaient la vitre et faisaient danser sur leur trajectoire une multitude de petites poussières dorées avant de tomber sur le drap blanc qui recouvrait Mike Ryerson jusqu'à la poitrine. Ben fit un signe de tête à Matt. « Tout va bien, » murmura-t-il. « Il dort. » Matt dit d'une voix sans timbre. « La fenêtre est ouverte. Elle était fermée au verrou, je l'avais vérifié. » Les yeux de Ben restaient fixés sur le lit. Tout en haut du drap, par ailleurs d'une blancheur éclatante, il y avait une petite tache de sang devenue brune en séchant. « Je crois qu'il ne respire pas, » dit Matt. Ben s'avança. « Mike? Mike Ryerson? Réveillez-vous, Mike! » Pas de réponse.
Les cils noirs de Mike se détachaient sur le rose délicat des joues. Ses cheveux retombaient sur son front en un gracieux désordre, et Ben se dit que, dans la douce lumière matinale, il était plus que beau. Il était parfait, comme peuvent l'être certaines statues grecques. Ses pommettes étaient d'un blanc rosé, et son corps avait toutes les couleurs de la vie. « Bien sûr que si, il respire », objecta Ben avec un peu d'impatience. « Il est seulement profondément endormi. »« Mike ?» Il étendit la main et le secoua légèrement. Le bras gauche de Mike, rabattu sur la poitrine, retomba mollement le long du lit, et ses doigts cognèrent le plancher, comme on cogne à une porte pour se faire ouvrir. Matt saisit le bras de Mike et pressa son index sur le poignet. Le Poun Bapa. Il allait le lâcher quand il se souvint du bruit sinistre des jointures frappant le sol. Aussi se hâta-t-il de le reposer sur la poitrine de Ryerson. Mais le bras glissa de nouveau, et Matt, le visage convulsé, le remit en place de façon qu'il ne puisse plus tomber. Ben ne pouvait y croire. Mike dormait. Comment aurait-il pu en être autrement? Ce teint animé, la souplesse évidente des muscles, les lèvres entr'ouvertes comme pour respirer doucement. Suis-je passé de l'autre côté du miroir? Se demanda Ben. Il mit son poignet contre l'épaule de Ryerson. La chair était froide. Il suça un de ses doigts et le plaça devant les lèvres entr'ouvertes. Rien, pas le plus léger souffle. Matt et lui échangèrent un regard. « Les marques sur le cou ?» demanda Matt. Ben prit le menton de Ryerson et tourna doucement la tête jusqu'à ce que la joue découverte touche l'oreiller. Ce mouvement délogea le bras gauche et les jointures allèrent de nouveau cogner contre le plancher. Il n'y avait pas de marque sur le cou de Mike Ryerson. 4. 5h35. Ils étaient de nouveau assis dans la cuisine et entendaient meugler les vaches des Griffons qu'on conduisait à leur pâturage de l'Est, en bas de la colline, au-delà de la ceinture d'épineux dissimulant Taggart Stream au regard. « Si l'on en croit la légende, les marques disparaissent, » dit Matt tout d'un coup. « Quand la victime meurt, les marques disparaissent. »« Je sais, » répondit Ben. Il se rappelait l'avoir lu dans le Dracula de Stoker et vu dans les films de Hammer où Christopher Lee jouait le rôle de Dracula. Il faut que nous enfoncions un pieu en frêne dans son cœur. On a intérêt à y réfléchir à deux fois, déclara Ben en buvant son café à petites gorgées. Ce serait une chose difficile à expliquer en cas d'enquête. On risque d'être mis en tôle pour profanation de cadavres, et ça dans le meilleur des cas, car il est plus vraisemblable qu'on nous enfermera chez les dingues. « Vous pensez que je suis fou ?» demanda Matt d'une voix calme. « Non, » dit Ben. Et Matt ne discerna pas la moindre hésitation dans sa réponse. « Est-ce que vous croyez ce que je vous ai dit à propos des marques ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je vous croie. Pourquoi mentiriez-vous? Je ne vois pas ce que vous y gagneriez. J'imagine que vous mentiriez si vous l'aviez tué. Il n'est pas impossible que je l'ai tué, n'est-ce pas? Dit Matt pour voir la réaction de Ben. J'y vois 3 objections. 1. Quel pourrait être votre mobile? Pardonnez-moi, Matt, mais vous êtes déjà trop vieux pour que des mobiles comme la jalousie ou l'argent puissent être envisagés sérieusement. 2. Quels moyens auriez-vous employé? Si c'est le poison, ce serait un poison qui agit en douceur. Il n'y a qu'à regarder son visage paisible. Ça élimine tous les poisons qu'on peut se procurer, vous et moi. Et la 3e objection? Aucun meurtrier jouissant de son bon sens n'inventerait une histoire comme celle-ci pour se couvrir. Il faudrait être fou. Et on en revient au problème de ma santé mentale, dit Matt en soupirant. Je savais qu'il en serait ainsi. Je ne vous crois pas fou, dit Ben en appuyant légèrement sur le « je ». Vous me paraissez plutôt raisonnable. Mais vous n'êtes pas médecin, que je sache, répliqua Matt. Il y a des fous qui réussissent à donner l'impression qu'ils sont parfaitement sains d'esprit. Ben acquiesça. Et où est-ce que tout ça nous mène? À notre point de départ. Non, Matt, nous ne pouvons pas nous permettre ça. Il y a un cadavre là-haut, et il va falloir bientôt donner des explications. Parkins voudra savoir ce qui s'est passé, le médecin qui examinera le corps et le shérif du comté aussi. Matt,
N'est-il pas possible que Mike Ryerson ait été atteint par un virus, et que ce virus ait mis une semaine à faire son œuvre, et que Mike ait fini par en mourir chez vous? Pour la première fois depuis qu'ils étaient redescendus, Matt montra des signes d'agitation. « Ben, je vous ai dit ce qu'il m'a raconté. J'ai vu les marques sur son cou, et je l'ai entendu inviter quelqu'un à entrer chez moi. Et puis, j'ai entendu... Oh mon Dieu, ce rire que j'ai entendu !» Il eut de nouveau son étrange regard absent. « Très bien, » dit Ben. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Il n'y parvint pas. Comme il l'avait dit à Suzanne, il avait l'impression de n'avoir aucune prise sur les événements. Il regarda Marston House. « Matt, est-ce que vous imaginez ce qui va vous arriver si vous faites la moindre allusion à l'histoire que vous m'avez racontée ?» Matt ne répondit pas. « Les gens vont se frapper le front derrière votre dos dans la rue. Les petits gosses vont sortir leurs dents de vampire en plastique quand ils vous apercevront et sauteront sur vous en criant « Wouhou !» quand vous vous approcherez. Quelqu'un inventera une chanson du genre « 10, 20 cents, je vais sucer ton sang ». Vos élèves s'en empareront et vous l'entendrez sur votre passage dans les couloirs de l'école. Vos collègues vous jetteront des drôles de regards. Vous serez réveillé par des appels téléphoniques de mauvais plaisants qui prétendront être Danny Glick ou Mike Ryerson. Votre vie deviendra un cauchemar. D'ici 6 mois, vous aurez quitté la ville. Ils ne me feraient pas ça. Ils me connaissent. Ben détacha son regard de la fenêtre et se tourna vers Matt. Que savent-ils de vous? Un vieux type bizarre qui vit tout seul sur Taggart Stream Road. Rien que le fait que vous ne soyez pas marié peut les amener à penser qu'il vous manque une case quelque part. Et de quel secours puis-je être pour vous? J'ai vu le corps, c'est tout. Même si j'en avais vu plus, il pourrait toujours dire que je suis un étranger. Il pourrait même aller jusqu'à raconter que nous sommes un couple de pédés et que nous avons trouvé ce moyen-là pour nous faire plaisir. Matt le regardait avec une horreur grandissante. « Si vous dites un mot, Matt, c'en est fini de votre vie tranquille à Salem. Alors il n'y a rien à faire. Si, vous avez, vous, une théorie sur ce qui a causé la mort de Mike Ryerson. Cette théorie peut être confirmée ou infirmée par des moyens qui sont, je crois, relativement simples. Je suis, quant à moi, en plein dilemme. Je ne peux pas croire que vous soyez fou, mais je ne peux pas croire non plus que Danny Glick soit revenu du royaume des morts pour sucer le sang de Mike Ryerson, nuit après nuit, pendant 1 semaine, jusqu'à le faire mourir. Cependant, je veux mettre cette idée à l'épreuve des faits. Et vous allez m'aider. Comment? Téléphonez à votre docteur. Il s'appelle Cody, n'est-ce pas? Appelez ensuite Parkins Gillespie. Laissez la machine se mettre en route. Racontez votre histoire comme si vous n'aviez pas entendu le moindre bruit pendant la nuit. Vous êtes allé chez Dell et vous vous êtes assis à côté de Mike. Il vous a dit qu'il ne se sentait pas bien depuis dimanche. Vous l'avez invité à passer la nuit chez vous. Vous êtes entré dans sa chambre pour voir si tout allait bien vers 3h30 ce matin, et vous n'avez pas pu le réveiller. C'est alors que vous m'avez appelé. C'est tout? C'est tout. Ne dites même pas à Cody que Ryerson est mort. Il ne faut pas que je dise qu'il est mort. Bon Dieu, comment pourrions-nous affirmer qu'il l'est? S'exclama Ben brusquement. Vous n'avez pas trouvé son pouls, je n'ai noté aucun signe de respiration. Mais si on devait me mettre en terre sur ces bases-là, j'aurais soin de prévoir des sandwichs, surtout si j'avais la mine qu'il a. Ça vous tracasse autant que moi, n'est-ce pas? Oui, ça me tracasse, reconnut Ben. On dirait une de ces foutues figures de cire. Bon, dit Matt, vous parlez le langage du bon sens, si tant est qu'on puisse le faire dans un pareil cas. J'en étais, moi, très loin. Ben eut un geste de protestation, mais Matt lui fit signe de ne pas se fatiguer. Supposez tout de même, à titre d'hypothèse simplement, que mon interprétation soit la bonne. Seriez-vous prêt à admettre, fût-ce dans les replis les plus lointains et les plus obscurs de votre cerveau, cette éventualité? L'éventualité suivant laquelle Mike pourrait revenir. Comme je vous l'ai dit, cette théorie peut être confirmée ou infirmée assez facilement, et ce n'est pas ce qui me tracasse le plus dans tout ça. Qu'est-ce que c'est, alors? Attendez, voyons les choses dans l'ordre. Il s'agit de se livrer à un exercice de logique, rien de plus, et de passer en revue les différentes possibilités. 1. Mike est mort de maladie, un virus ou autre chose. Comment peut-on le déterminer?
Matt haussa les épaules. Par un examen médical, j'imagine. Exactement. Et la même méthode servira à déterminer si quelqu'un lui a administré du poison, a tiré sur lui ou lui a offert un gâteau avec un clou dedans. Nous n'avons rien vu qui puisse faire penser à un meurtre. Bien sûr, mais sans examen médical approfondi. Et si le verdict du médecin est « mort de cause inconnue ». Alors, reprit Ben d'une voix ferme, nous nous rendrons près de la tombe après l'enterrement et nous verrons s'il se lève de son cercueil. S'il le fait, je ne parviens pas encore à l'imaginer, nous saurons à quoi nous en tenir. S'il ne le fait pas, nous serons mis en face d'un autre problème, celui qui me tracasse tant. Le problème de savoir si je suis fou, dit Matt d'une voix lente. Ben, je vous jure sur la mémoire de ma mère que j'ai vu ces marques sur son cou, que j'ai entendu la fenêtre se soulever, que je vous crois, le coupa Ben calmement. Matt en resta sans voix. On eût dit un homme qui pense s'être jeté dans un mur avec sa voiture et qui ne rencontre que le vide. « Vous me croyez ?» dit-il d'une voix incertaine. « En d'autres termes, je refuse de croire que vous êtes fou ou que vous avez eu une hallucination. Il m'est arrivé une fois quelque chose qui avait à faire avec cette maudite maison de la colline, et qui m'a rendu très compréhensif envers les gens qui racontent des histoires apparemment insensées. Je vous parlerai de ça un jour. Pourquoi pas maintenant? Nous n'avons pas le temps, vous avez vos coups de téléphone à donner. Encore une question. Réfléchissez bien avant de répondre. Avez-vous des ennemis? Je ne m'en connais pas. Un ancien élève qui vous aurait pris en grippe? Matt, qui se savait incapable de susciter ce genre de sentiment chez ses élèves, rit poliment. « D'accord, » soupira Ben. « Pas d'ennemis. » Il secoua la tête. « Je n'aime pas du tout ça. D'abord le chien empalé sur la grille du cimetière. Ensuite Ralphie Glick qui disparaît, son frère qui meurt, et Mike Ryerson. Peut-être qu'il y a un lien entre tous ces drames, mais ce que vous me dites, je n'arrive pas à y croire. » « Il vaut mieux que j'appelle Cody pendant qu'il est encore chez lui, » dit Matt en se levant. « Parkins, lui, n'est certainement pas prêt de partir pour son bureau. Prévenez aussi au lycée que vous êtes malade. » « Vous avez raison. » Matt eut un rire un peu amer. « Mon premier jour de maladie en 3 ans. Une occasion à ne pas laisser passer. » Il alla téléphoner au salon. À chaque fin de numéro, il y avait un long silence. Le temps sans doute que la sonnerie du téléphone réveille ses interlocuteurs. La femme de Cody dut lui dire que son mari était déjà à l'hôpital car il composa un autre numéro, demanda à parler à Cody, puis lui raconta son histoire. En raccrochant, il lança en direction de la cuisine. « Jimmy sera là dans 1 heure. »« Bien, » dit Ben. « Je monte. Ne touchez à rien. »« Non. » Du palier du premier, il entendit Matt répondre au téléphone aux questions de Parkins Gillespie. Il s'engagea dans le couloir, et les mots ne lui parvinrent plus que comme un murmure indiscret. Arrivé à quelques pas de la chambre d'amis, il fut encore une fois envahi par ce sentiment de terreur où passé, présent et futur se mêlaient. Il était à nouveau enfant. Il avançait vers la porte, poussait le battant. La pièce était plus grande que dans son souvenir. Le corps repose comme ils l'ont laissé, le bras gauche pendant jusqu'au plancher, la joue gauche appuyée contre l'oreiller, dont la taie garde encore le pli du linge frais sorti de l'armoire. Les yeux s'ouvrent brusquement. Ils brillent d'une joie bestiale. La porte se ferme en claquant, le bras gauche se soulève, les doigts deviennent des griffes, les lèvres se tordent en un sourire cruel, découvrant des canines devenues incroyablement longues et pointues. Ben avança encore et poussa la porte. Les gonds grincèrent légèrement. Le corps reposait comme il l'avait laissé, le bras gauche pendant jusqu'au plancher, la joue gauche appuyée contre l'oreiller. « Parkins arrive !» dit Matt derrière son dos. Ben étouffa un cri. « 5. » Ben repensa à la phrase qu'il avait prononcée. « Laisser la machine se mettre en route. » Comme elle convenait à la situation. Oui, maintenant, ils étaient pris dans un engrenage, enserrés dans un de ces mécanismes infiniment complexes, comme seuls les Suisses savent concevoir, où 1000 petits rouages se livrent simultanément à une danse parfaitement synchronisée.
Parkins Gillespie, encore un peu somnolent, arriva le premier. Il portait une cravate verte sur laquelle il avait épinglé son insigne d'ancien combattant. Il leur dit qu'il avait prévenu le médecin légiste. « Il ne viendra pas lui-même, ce fils de pute », ajouta-t-il en se collant une palmade au coin des lèvres. « Il enverra son adjoint et un type pour prendre des photos. Vous avez touché le cadavre ?» « Son bras a glissé du lit, » dit Ben. « J'ai essayé de le remettre, mais il est retombé. » Parkins regarda Ben des pieds à la tête sans rien dire. Ben se rappela le bruit macabre des jointures cognant contre le plancher et fut saisi d'une affreuse envie de rire qu'il eut du mal à contenir. Matt guida Parkins jusqu'à la chambre. Le policier passa d'un côté du lit à l'autre afin d'examiner le corps sous tous ses angles. « Dites, vous êtes bien sûr qu'il est mort ?» demanda-t-il enfin. « Vous avez vraiment essayé de le réveiller ?» Le docteur James Cody arriva sur ses entrefaites, sortant d'un accouchement qu'il avait effectué à l'hôpital de Cumberland. Quand ils se furent salués, « Diablement content de vous voir ici », avait dit Parkins Gillespie en allumant une nouvelle cigarette. Matt les conduisit tous en haut une nouvelle fois. « Si on jouait chacun d'un instrument, pensa Ben, on pourrait lui faire un joli concert d'adieu. » Il sentit son fou rire nerveux lui remonter dans la gorge. Cody rabattit le drap, et, les sourcils froncés, observa longuement le corps. Avec un calme qui stupéfia Ben, Matt déclara « Ça m'a fait penser à ce que tu m'as dit à propos du fils Glick, Jimmy. » « C'était une entorse au secret professionnel, Monsieur Burke, » dit Jimmy Cody avec douceur. « Si les parents de Danny Glick savaient que je vous ai parlé de la maladie de leur fils, ils auraient le droit de me poursuivre. »« Mais est-ce qu'ils gagneraient ?»« Non, probablement pas, » soupira Jimmy. « Qu'est-ce que vous racontez à propos du fils Glick ?» demanda Parkins en fronçant les sourcils. « Rien, » dit Jimmy, « ça n'a pas de rapport. » Il posa son stéthoscope sur la poitrine de Ryerson, écouta, grommela, puis souleva une paupière et envoya le rayon de sa lampe d'examen sur le globe vitreux. Ben vit la pupille se contracter. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il. « Intéressant réflexe, n'est-ce pas ?» fit Jimmy. Il laissa retomber la paupière et elle se ferma avec une lenteur grotesque, comme si le cadavre leur faisait de l'œil. Au centre Johns Hopkins, David Prine a observé des contractions pupillaires jusqu'à 9 heures après le décès. « Vous voyez comme il est devenu savant ?» dit Matt avec une ironie un peu grinçante. « Lui qui avait toujours au-dessous de la moyenne à ses rédactions. C'est simplement parce que mes histoires de dissection ne vous plaisaient pas, espèce de vieux grincheux, » dit Jimmy d'un air absent en sortant son petit marteau. « Quel savoir-vivre, se dit Ben. Il garde sa jovialité de médecin en visite même quand le patient n'est plus qu'un cadavre. » Il lui fallut encore contenir le rire sinistre qui lui venait aux lèvres. « Il est mort ?» demanda Parkins en secouant la cendre de sa cigarette au-dessus d'un vase vide. Matt cligna des yeux. « Oh oui, il est mort », répondit Jimmy. Le médecin découvrit les pieds de Ryerson et tapa avec son marteau sur le genou droit. Les orteils restèrent immobiles. Ben remarqua que Mike Ryerson avait des cales jaunes aux pieds, sur les orteils et aux talons. Cette vision lui fit penser au poème de Wallace Stevens sur la mort d'une femme. « Pour être enfin et non plus semblé, cita-t-il de travers, il n'y a qu'un seul empereur, l'empereur des crèmes glacées. » Matt se retourna vers lui. L'espace d'un instant, il sembla sur le point de craquer. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Parkins. « Un poème, » répondit Matt. « Un poème sur la mort. »« Ça me fait plutôt penser à la chanson d'un marchand de glace, » répondit le policier, avant de lâcher de nouveau sa cendre dans le vase vide. 6. « On se connaît ?» demanda Jimmy en regardant Ben. « Vous vous êtes croisés, » répondit Matt. Puis il fit les présentations. Jimmy Cody, notre spécialiste des mots. Ben Mears, notre spécialiste des mots. « Il faut toujours que notre bon vieux professeur fasse des calembours, » lança Jimmy. « C'est comme ça qu'il a fait fortune. » Ils se serrèrent la main au-dessus du cadavre. « Aidez-moi à le retourner, monsieur Mears. » Non sans répugnance, Ben l'aida à mettre le corps sur le ventre. La chair était encore souple et presque tiède. Jimmy examina attentivement le dos, puis descendit le slip jusqu'aux cuisses. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Parkins.
J'essaie de déterminer le moment du décès d'après l'irrigation sanguine de l'épiderme, dit Jimmy. Quand la circulation s'arrête, le sang, comme n'importe quel liquide, a tendance à s'accumuler dans les parties basses du circuit. Ouais, c'est un peu comme de la plomberie. Mais c'est pas le boulot du médecin légiste. C'est Norbert que le juge enverra, pas le légiste du comté, vous le savez comme moi, expliqua Jimmy. Et quand ses copains lui proposent de l'aider, Brent Norbert ne dit jamais non. Norbert n'est pas foutu de reconnaître sa main gauche de sa main droite, marmonna Parkins en jetant son mégot par la fenêtre ouverte. Vous avez perdu votre store, Matt. Je l'ai vu sur la pelouse en arrivant. Ah bon? Répondit Matt d'une voix soigneusement contrôlée. Ouais. Cody avait sorti un thermomètre de son sac. Il le glissa dans l'anus de Ryerson. Le soleil, déjà très vif, dardait ses rayons sur la montre qu'il venait de poser sur le drap blanc. Il était 7h moins le quart. « Je descends, » dit Matt d'une voix légèrement étranglée. « Descendez donc tous les trois, » suggéra Jimmy. « Je vais rester encore un peu. Est-ce que vous nous feriez un peu de café, monsieur Burke? »« Oui, bien sûr. » Ils descendirent. C'est Ben qui ferma la porte de la chambre. Il se souviendrait longtemps de cette dernière vision. La pièce baignée de lumière, le drap rabattu, la montre dont le bracelet métallique reflétait les rayons du soleil et les répercutait sur le papier du mur, et Cody, assis près du corps, et comme sorti d'une gravure de Rembrandt avec ses cheveux roux en buisson ardent. Matt préparait le café quand Brenton Norbert, le médecin légiste en second, arriva dans une vieille Dodge grise. Il était accompagné d'un homme qui portait un énorme appareil photographique. « Où est-ce » demanda Norbert. Gillespie montra l'escalier du doigt. « Jim Cody est là-haut. »« Bien, bien, » fit Norbert. « On va voir s'il a réussi à le remettre sur pied. » Il monta, suivi du photographe. Parkins Gillespie versa de la crème dans son café jusqu'à faire déborder la tasse, le goûta en trempant le pouce dedans, essuya son pouce sur son pantalon, alluma une autre pale mâle et reprit. « Qu'est-ce que vous venez faire dans tout ça, monsieur Mears ?» Ben et Matt y allèrent de leur petite histoire. Rien de ce qu'ils dirent n'était vraiment un mensonge, mais ils laissèrent suffisamment de choses dans l'ombre pour que Ben ait l'impression de participer à une conspiration et se demande si ce dont il se rendait complice n'était que divagation inoffensive ou correspondait à quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus dangereux. Il se souvint que Matt lui avait dit l'avoir appelé parce qu'il était le seul dans tout Salem à pouvoir entendre son histoire. S'il avait le cerveau malade, il ne manquait pas en tout cas de perspicacité. Et cette constatation n'était pas pour alléger l'anxiété de Ben. 7. À 9h30, tout était réglé. Le corbillard de Carl Foreman avait emporté le corps de Ryerson, officialisant ainsi sa mort. Jimmy Cody était retourné à son cabinet. Norbert et le photographe étaient repartis à Portland pour rendre compte de leur mission au médecin légiste du comté. Parkins Gillespie, son éternelle cigarette au coin des lèvres, regarda le corbillard partir en cahotant. Je parie que quand Mike était au volant, il était loin de s'imaginer qu'il se retrouverait aussi vite couché dedans. Il se tourna vers Ben. « Vous ne quittez pas Salem avant quelque temps, n'est-ce pas? Je voudrais vous avoir sous la main au cas où le juge aurait besoin de votre témoignage, si vous voulez bien. » « Non, je ne pars pas tout de suite. » Les yeux du policier d'un bleu acier le mesurèrent du regard. « Je me suis renseigné sur vous auprès des services fédéraux et de la police du Maine à Augusta, dit-il. Votre réputation est sans tache. »« C'est bon à savoir, » répondit Ben d'un ton calme. « J'ai entendu dire que vous courtisiez la fille de Bill Norton. »« Je plaide coupable, » avoua Ben. « C'est une gentille fille, » dit Parkins sans sourire. Le corbillard était maintenant hors de vue. Le vrombissement du moteur, qui s'était atténué avec la distance, n'était presque plus perceptible. « J'imagine qu'elle ne voit pas souvent Floyd Tibbets ces temps-ci. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous alliez rédiger votre rapport, Park ?» suggéra Matt d'une voix douce. Parkins s'envoya promener son mégot en soupirant. « Bien sûr, en double exemplaire, triple exemplaire, sans coupure ni rajout. Depuis 2 semaines, on peut dire que les emmerdements, ça n'arrête pas.
C'est peut-être cette foutue Marston House qui nous jette un mauvais sort. Ben et Matt gardèrent un visage impassible. Bon, à plus tard. Il remonta son pantalon et se dirigea vers sa voiture. Avant d'y grimper, il se tourna vers eux. Vous ne me cachez rien, vous deux, hein? Parkins, dit Matt. Qui aurait-il à cacher? Il est mort, c'est tout. Il les regarda encore de ses yeux vifs, ombragés par d'épais sourcils, puis il soupira. Oui, bien sûr, mais c'est diablement curieux. Le chien, le gosse d'Eglick, et puis leur autre gosse, et maintenant Mike. Dans une petite ville comme la nôtre, il faut normalement au moins 1 an pour voir arriver tout ça. Ma grand-mère répétait souvent que les choses arrivaient par 3 et par 4. Il grimpa dans sa voiture, mit le contact et sortit du chemin en marche arrière. Avant de disparaître derrière la colline, il corna en signe d'adieu. Matt poussa un grand soupir. « Ça y est. »« Oui, » fit Ben. « Je suis crevé. Et vous ? » ?»« Moi aussi. Mais surtout, je me sens bizarre. Je flippe, comme disent les gosses. Comme quand on revient d'un mauvais trip au LSD et que plus rien ne vous paraît normal. » Il se passa la main sur le visage. « Mon Dieu, vous devez penser que je suis dingue. En plein jour, tout ça paraît dément, non ?»« Oui et non, » reconnut Ben. Il posa une main hésitante sur l'épaule de Matt. « Parkins Gillespie a raison, vous savez. Quelque chose s'est mis en route, et je pense de plus en plus que c'est lié à Marston House. Les gens de là-haut sont les seuls nouveaux venus dans la ville en dehors de moi, et je sais que je n'ai rien fait. Est-ce que le petit voyage que nous devions faire ce soir tient toujours? Le comité d'accueil des autochtones? Si vous voulez. Eh bien, oui, je veux. Rentrez et dormez. Je vais appeler Suzanne, et ce soir nous passerons vous chercher. D'accord. Matt s'arrêta, puis reprit. Il y a autre chose. Ça me tracasse depuis que vous avez parlé d'autopsie. Quoi? Le rire que j'ai entendu, ou que j'ai cru entendre, était un rire d'enfant. Horrible, cruel, mais quand même un rire d'enfant. Après ce qui semble être arrivé à Mike au cimetière, est-ce que ça ne vous fait pas penser à Danny Glick? Si, bien sûr. Savez-vous comment on procède pour embaumer un corps? Pas vraiment. On retire le sang du cadavre et on le remplace par un autre liquide. Autrefois, on utilisait du formol, mais je suis sûr qu'il existe maintenant des méthodes plus sophistiquées. Et puis, on éviscère le corps. Je me demande si on a fait tout ça, Danny. Vous connaissez bien Carl Foreman? Vous pourriez peut-être lui poser la question, à titre confidentiel. Oui, je dois pouvoir trouver le moyen d'amener le sujet sur le tapis. Alors faites-le, je vous en prie. C'est entendu. Ils échangèrent un long regard dans lequel se lisait la sympathie, mais aussi autre chose. Du côté de Matt, le trouble, masqué par une expression de défi que peut éprouver un homme épris de logique, obligé de tenir un discours totalement irrationnel. Du côté de Ben, une sorte de crainte obscure suscitée par l'intervention de forces mal définies. 8. Eva faisait son repassage en regardant l'émission Un coup de fil qui vaut de l'or quand Ben revint. La mise s'élevait à 45 $ et le présentateur tirait des numéros de téléphone dans un immense tambour de verre. « J'ai su la nouvelle », dit-elle, tandis qu'il prenait un Coca-Cola dans le réfrigérateur. « Oh, c'est terrible, pauvre Mike !»« Oui, c'est triste. » Il sortit le crucifix de la poche de sa chemise. « Est-ce qu'ils savent ce qui... Pas encore. Je suis très fatigué, Madame Miller. Je crois que je vais aller dormir un peu. » Bien sûr, il faut que vous dormiez, mais votre chambre est très chaude dans la journée, même à cette époque de l'année. Prenez la chambre du rez-de-chaussée, si vous voulez. Les draps sont propres. Non, ça va. Je suis habitué à ma chambre. Oui, c'est vrai, on se fait à son petit coin, dit sentencieusement Eva. Et pourquoi donc M. Burke voulait-il un crucifix? Ben, qui avait commencé à monter l'escalier, s'arrêta, cherchant quoi dire. J'imagine qu'il a dû penser que Mike Ryerson était catholique. Eva prit une chemise et la disposa sur la planche à repasser. Il aurait dû le savoir, Mike était au lycée avec lui, et tous ses élèves de l'époque étaient luthériens. Ben ne trouva rien à répondre. Il monta, se déshabilla et se mit au lit. Le sommeil vint vite.
Un sommeil lourd, sans rêve. 9. Il était 4h15 de l'après-midi quand il se réveilla. Son corps était trempé de sueur et il avait rejeté son drap, mais il lui sembla que son cerveau s'était allégé. Les événements de la matinée se perdaient dans une brume lointaine et il ne comprenait pas comment il avait pu être aussi sensible aux élucubrations de Matt Burke. Il allait essayer de les lui sortir de la tête ce soir. 10. Il décida d'appeler Suzanne de chez Spencer et de lui demander de le rejoindre. Ils iraient dans le parc ensuite et il lui raconterait tout, du début à la fin. Elle pourrait lui dire ce qu'elle pensait pendant qu'il se rendrait chez Matt, et une fois arrivée chez le vieux professeur, elle écouterait sa version à lui et serait à même de se faire une opinion. Et puis il monterait à Marston House. Cette idée le fit frissonner. Il était tellement absorbé dans ses pensées qu'il ne s'aperçut que quelqu'un se trouvait dans sa voiture que lorsqu'il vit s'ouvrir la portière et une haute silhouette se déplier pour en sortir. Suffoqué, il resta cloué sur place à regarder cette espèce d'épouvantail ambulant. Les rayons obliques du soleil déclinant soulignaient encore ce que cette silhouette avait d'inquiétant. Le chapeau à large bord profondément enfoncé, les grosses lunettes noires, le vieux pardessus au col relevé, les gants de travail en caoutchouc vert. Qui? Ben n'eut pas le temps d'en dire plus. La silhouette s'avança, les poings serrés. Une odeur le prit à la gorge. Il la reconnut. C'était une odeur de naphtaline. L'homme avait la bave aux lèvres et il l'entendait haleter. « Fils de pute, t'as volé ma petite amie », dit Floyd Tibbets d'une voix sans timbre et pourtant discordante. « Je vais te bousiller. » Et tandis que Ben essayait vainement de mettre de l'ordre dans ses pensées, Floyd Tibbets lui rentra dedans.